Jamais 203, dit-on. C'est ce qu'on va contrôler tout de suite. Épisode 203 des Technos, nous sommes encore au mois de février pour quelques heures, j'ai envie de vous dire. Il s'est passé plein de choses cette semaine, on va en parler évidemment comme à chaque fois, avec ce duo, regardez, ce duo-là, c'est-à-dire avec Xavier et moi-même, parce que on a eu quelques petits soucis également de chroniqueurs et de planning, ce sont des choses qui arrivent, que voulez-vous. On a tous des occupations à gauche et à droite, et surtout des occupations professionnelles, ça se comprend, et de temps en temps il y a des priorités à placer également. On va se faire ça gentiment, hein, Xavier, comme on a l'habitude de le faire finalement, tous les deux. Est-ce que ça va bien, tout d'abord, mon bon ? Tout va bien, merci bien. Avec le beau temps qui fait son apparition, ça donne un peu de... En plus, voilà, on a eu droit à quelques rayons de soleil. Je pense que chez vous aussi, hein, si vous nous écoutez de France ou de Suisse d'ailleurs, vous avez eu quelques rayons de soleil. Ça nous a fait du bien, évidemment. Ça a permis de tartiner sur le réchauffement climatique et autres. N'empêche qu'en attendant, c'était agréable. Les premiers barbecues ont été lancés. La lumière, ça fait du bien. Et la lumière, ça fait du bien aussi. Ça fait du bien au moral, effectivement. Je crois avoir compris également que tu avais fait une petite acquisition. Tu as un nouveau smartphone ? Autant en parler. Hein, j'ai effectivement un nouveau smartphone qui est le OnePlus 6T. Oui, il faut le montrer là. Voilà, OnePlus 6T, qui est un appareil qui me plaît beaucoup. Je dois dire, du peu que j'ai pu déjà l'utiliser, je l'ai depuis un peu moins d'une semaine. Ce qui me change drastiquement, c'est l'autonomie. Ça, c'est vraiment... le jour et la nuit par rapport à mon Nexus 5X, bon, qui avait déjà vécu un peu, mais l'autonomie est quand même nettement plus grande. Même si je laisse le Wi-Fi allumé toute la journée, je veux dire, je peux tenir une journée facilement. Et alors, comme j'ai fait installer l'Android Auto dans ma voiture, en plus de ça, quand je suis en voiture, l'écran de mon smartphone n'est plus allumé et tout passe par l'écran de la voiture. Et donc, l'autonomie ne s'emporte que mieux également. Donc, pour le moment, c'est un vrai plaisir. Oui. Et je vois franchement pas pour quelle raison j'irais payer 300-400 € de plus pour un smartphone premium. Ça ne changerait absolument rien à ma vie. Effectivement, et on arrive toujours à cette conclusion-là, et avec qui qu'on discute d'ailleurs de ça, hein, je ne sais pas si vous de votre côté vous en avez parlé autour de vous, sans doute, hein, en tant que technophile, vous avez sans doute parlé des appareils type Samsung S10, etc., hein, c'est de ça dont on parlait, dont on faisait allusion à ce type d'appareil-là, et chaque fois ça devient cher, quoi. Ça devient un peu exagéré, et avec des processeurs, je veux dire, on va pas sur la lune, quoi. C'est bon, c'est à un moment donné, quand on pense que beaucoup de gens finalement, enfin beaucoup, en tout cas ceux qui font l'acquisition de ces appareils-là, ils se font plaisir, soyons clairs, on ne juge pas, hein, c'est vrai, mais ils se rendent plus compte qu'ils ont dans la poche un ordinateur infiniment plus puissant que celui qu'ils ont en face d'eux au bureau. C'est fou, hein. Ça prend et franchement, la différence de performance entre les flagships et ce modèle-ci, c'est minime. Oui, tout à fait. Voilà, ouais. Donc autant on peut se faire plaisir aussi différemment. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. On passe à la suite peut-être, ça va commencer par là. Avec le courrier des auditeurs, il y a eu du courrier, il y a eu des réponses. J'ai vu que Sébastien, qui a participé à l'épisode 202 la semaine dernière, avait répondu à quelques auditeurs sur YouTube, entre autres, puisque c'est surtout là, hein, qu'on reçoit vos commentaires. On les lit aussi ailleurs, n'ayez crainte, sur le blog lestechno.be ou sur les plateformes de podcasting, tel iTunes, podcast iOS, etc. On essaye en tout cas de tout lire. Et si on réagit pas toujours, c'est qu'il n'y a pas nécessairement toujours de raison de réagir ou de surréagir à vos commentaires. On les prend, on les intègre et on en tient compte pour la suite si besoin. Je voulais quand même parler d'un des commentaires qu'on a reçu cette semaine et qui avait trait à un tout vieux hors-série. Je sais pas si tu t'en souviens, Xavier. Je me demande même si c'est pas toi qui l'avais commis. Je m'en souviens bien puisque c'est moi qui l'avais fait. Ah ben voilà, c'est ça. Oui. Donc il s'agissait du Strong Range Extender.
Rappelle vite fait à quoi ça sert. En gros, c'était un répéteur Wi-Fi. Donc, c'était un appareil qui sert à étendre votre réseau Wi-Fi, à le renouveler quelque part pour que vos appareils qui sont normalement hors de portée ou avec un signal plus faible puissent bénéficier d'un signal plus puissant. Mais ça marchait relativement bien pour une marque que je ne connaissais pas en fait, mais qui apparemment sur le marché français est un petit peu plus connue. Et le test était très positif sur cet appareil qui était d'un prix tout à fait accessible. La question de Serge, c'est bonjour. Ça commence toujours par bonjour en général. Cet amplificateur se connecte-t-il au décodeur d'Orange, car impossible avec le répéteur Wi-Fi d'Orange? Merci pour votre réponse. On va faire une réponse de Normand, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Exactement. Alors, pour être clair, j'ai pas de décodeur TV Orange chez moi. C'est vrai. J'ai pas de répéteur Wi-Fi Orange chez moi, donc je ne sais pas s'il y a des spécificités par rapport à ça, mais j'imagine que ces appareils sont faits pour que n'importe quel portable ou smartphone puisse se connecter au réseau Wi-Fi, sinon ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Et du coup, ce répéteur, il va se comporter en fait comme un appareil, comme un smartphone ou un PC. Il va accéder de la même façon au réseau sans fil et il va répéter ce réseau sans fil qui sera dans les fréquences 2.4 GHz ou bien 5 GHz, puisque cet appareil était compatible avec les deux si je ne me trompe pas, et si j'ai bonne mémoire. Mais donc, il y a, d'après moi, aucune raison pour que ça ne fonctionne pas. Évidemment, depuis lors, on a découvert les réseaux maillés type mesh, qui remplacent quand même efficacement ce type d'accessoires. Donc, même si dans certains cas, il a encore droit de citer, mais il y a d'autres solutions aujourd'hui technologiques qui permettent d'arriver à des résultats très corrects également, et sans contraintes diverses et variées. On espère avoir répondu à la question, Xavier. Je pense que oui. Maintenant, c'est vrai qu'un cas n'est pas l'autre, une spécificité n'est pas l'autre, et quand on n'a pas la possibilité nous-mêmes de le tester, on ne s'avance pas trop, évidemment. Je pense que là, on a répondu à cette question. Je ne sais pas si toi, tu avais vu passer d'autres trucs dans les commentaires. Juste encore faire un petit coucou à notre ami suisse, puisque je te le disais en aparté, il nous avait fait coucou en disant qu'il appréciait notre podcast, et je dois dire que j'ai découvert cette personne dans ce numéro. Depuis lors, j'ai écouté... Il y a 2 semaines, c'était il y a 2 semaines. Ah oui, donc une ou deux diffusions qu'il a fait. J'ai beaucoup apprécié également ce numéro. Donc voilà, salut l'ami suisse. Thierry Weber, qui nous écoute régulièrement, et on espère bien le revoir ici très prochainement, avec le reste de l'équipe d'ailleurs, quand elle est là. On peut, si vous le voulez, passer à notre abécédaire qui va être un petit peu chamboulé, vous vous rendez bien compte, de cette semaine. Je voulais juste rajouter un truc, évidemment, c'est une semaine un petit peu particulière, puisque, vous le savez, c'était la semaine du Mobile World Congress à Barcelone, et donc forcément, notre abécédaire va être un petit peu teinté du Mobile World Congress, ça me paraît assez logique. Mais avant ça, on commence avec la lettre A. A comme agenda, ça va être court, bref, précis. Ça se passe à Bruxelles, c'est la Wiki Convention francophone 2019. C'est pour ça que je dis Wiki Convention à la française. C'est un rendez-vous que propose l'association Wikifranca. Je le dis pour le coup comme ça, je sais pas pourquoi, mais voilà, Franca. Une association qui a pour objectif d'encourager les activités dans les différents projets Wikimedia en français, tels que Wikipédia, vous en doutez, et ses projets frères, autant sur le web que sur le terrain. L'événement accueillera également plusieurs conférences, et il faut préciser que ça se déroulera au mois de septembre, donc on a encore un peu le temps, on peut s'organiser encore un petit peu avant de se décider pour venir à Bruxelles. C'est l'occasion aussi de passer par Bruxelles, puisque ça se passera dans les bâtiments de l'Université libre de Bruxelles, l'ULB, donc au début du mois de septembre. Si vous ne venez pas cette année à Bruxelles, il faudra attendre 2020, et là ça se passera normalement en Tunisie. Sur la page qu'on vous a mis en lien sur le blog lestechno.be, vous aurez bien sûr toutes les informations, logements, etc. Et notre belle ville de Bruxelles vous accueillera avec plaisir. Voilà qui va intéresser, je pense, Xavier, les gens qui participent activement à l'édition des articles dans Wikipédia, par exemple.
Tout à fait. Ouais, à mon Ça, avis, ça peut intéresser pas mal de monde. Moi, j'ai vu encore une demande il y a pas longtemps sur des projets liés à Wikimedia, par exemple pour le monde de l'édition, ce genre oui. de choses. Donc, Wikimedia, c'est donc le moteur qui est derrière Wikipédia et qui est utilisé pour beaucoup d'autres choses, pour faire de la documentation dans les entreprises ou autres. Mhm. Et avec la force de la collaborativité, pardon. Oui. euh, donc c'est un bel outil et effectivement, on encourage le développement de ce genre de choses parce que personnellement, je trouve que il commence à se faire un petit peu vieux d'un point de vue interface en tout cas Ouais. et Mais de efficace. facilité d'édition. Après, c'est aussi sa force. Ouais. Donc voilà, Voilà. C'est il y en efficace. a Et pour puis, tous les goûts. c'est là qu'on voit que finalement, c'est le contenu qui est important. Hein. À partir du moment où le Bien moteur sûr, tourne ouais, bien et que c'est efficace, etc. Voilà. Après, c'est le contenu oui, qui prend le pas sur, sur la technique, carrément. en gros. On peut passer à la suite. Avec la lettre B comme bidule, Xavier, on va parler déjà d'un smartphone un petit peu particulier qui a été montré justement au Mobile World Congress. Ouais. Alors, j'aurais pu le mettre à G comme gadget, mais pour Ouais. moi, c'est définitivement un B Un comme bidule. bidule, parce que vous allez voir le truc, il en faut pour tous les goûts, mais personnellement, ce n'est pas de mon goût. Et donc, de quoi s'agit-il? Et c'est un smartphone présenté par le constructeur chinois Nubia, qui est au format montre. La montre s'appelle la Nubia Alpha. On l'a découvert évidemment au Mobile World Congress. Alors, ça se présente sous la forme d'un bandeau très étroit, qui est un écran enroulable et qui peut résister à 100 000 torsions. Donc, je ne l'ai pas vu en action, mais j'imagine que c'est un petit peu comme ces fameux bracelets qu'on tapait contre le poignet et qui se referment sur le poignet. Donc, ça doit être un petit peu le même form factor. Alors, le bracelet, pour ceux qui ne voient pas, il est colossal. C'est vraiment énorme. C'est d'une couleur un peu or rose, comme ça, qui est du plus bel effet et qui est très voyant si vous aimez ça. Toutes les fonctionnalités se trouvent tout le long de l'écran, hein, qui fait le tour du poignet, avec les notifications qui se trouvent en haut. Il y a des interactions qui sont au centre, et alors on retrouve en bas des raccourcis et des fonctions de partage. Alors c'est un écran OLED qui est très brillant, mais qui permet quand même, par sa faible consommation, d'avoir une autonomie annoncée de 1 à 2 jours. Alors sur le côté droit de l'écran, il y a un appareil photo qui va faire uniquement des selfies, et à gauche, il y a un capteur de mouvement qui va servir pour une navigation qui apparemment, elle, est assez simplifiée, puisque par exemple, si on veut aller à gauche, on va simplement faire un mouvement vers la gauche, et à droite, on fait un mouvement vers la droite. Donc la navigation a l'air quand même simple, il n'y a pas besoin de toucher à 36 boutons malgré ça. Mais ceci dit, bien que ce soit un smartphone, c'est un smartphone qui est très basique. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'explorateur, il n'a pas un clavier complet, donc on revient sur un clavier de type T9 avec la prédiction là, qu'on connaissait quand on avait nos vieux téléphones. Ouais. Il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas de multimédia, ça c'est même un peu étonnant. Quand on dit pas de multimédia, je ne sais pas si c'est pas de service de streaming ou bien si c'est vraiment pas moyen d'avoir même un lecteur smartphone, et ce sera vendu en Europe pour 549 €. Alors, c'est un budget. Bon, pour une montre, il y en a qui ont déjà mis ça pour des smartwatches. Ici, c'est un smartphone, c'est pas une smartwatch, c'est plus. Donc, c'est un peu un mélange des deux, mais ce qui est sûr, c'est que c'est gros. Oui. Ça n'engage que moi, mais je trouve ça complètement moche. Oui. Et c'est certainement pas fait pour les sportifs parce que vu la taille de l'engin, ils vont pas vouloir courir avec ça. Donc Bah, il y a peut-être un public, mais j'en fais pas partie. si tu cours avec ça, à mon avis, tu vas avoir un bras directement 10 cm plus long que l'autre après un Alors moment. Parce que... il en faut une de chaque côté, peut-être. Oui, c'est ça. Et ça peut peut-être faire les muscles aussi, tu vois, faire des Voilà. mouvements comme ça. Pour un entraînement de boxeur, ça peut être pas mal. Hein. Ça peut être pas mal, effectivement. Non, c'est ma Même stock. ceci dit, c'est la mode, hein, des grosses montres comme ça. Moi, Oui, mais je vais bon. pas faire je vois des gars avec des montres énormes. Enfin voilà, Ouais. c'est chacun ses goûts. Mais si vous voulez avoir une montre dernier cri et visible, c'est fait pour vous. Oui, oui, c'est ça. À l'heure où on parle beaucoup d'écrans pliables, on va pas en parler cette fois-ci parce que les écrans pliables, je peux en entendre parler avant un moment parce que franchement là, ça commence à bien faire parce que à 2000 boules, excusez-moi, mais là non, on va pas aller par là. Ici, un écran enroulable ou en tout cas, oui, plus enroulable que pliable. On peut comprendre que ça ait un intérêt à un moment donné, mais sous cette forme-là, ils vont avoir du mal à se frayer un passage dans le marché parce que c'est vraiment ma stock, quoi. C'est vraiment, c'est pas élégant du tout. C'est plus une montre qui fait téléphone
enfin, Oui. qui a un smartphone qui fait montre. Hein. C'est Oui, vraiment. en plus c'est un peu hybride, C'est c'est un peu oui, particulier, donc ça va pas trouver son marché tout de suite. J'ai l'impression. Ça s'appelle comment ce bidule? C'est le Nubia quelque chose c'est la Nubia Alpha. Nubia Alpha, et ça coûte un pont, évidemment, non? 549 €. Ouais, c'est ça. Bon, bah, c'est déjà trop cher, je trouve, pour un truc de cette taille-là, parce qu'en plus de ça, bonjour les bords de chemise, hein, à un moment donné, il va y avoir de l'usure. Ça en est fini pour le fameux bidule. Alors, on va parler d'un peu d'énergie, si vous le voulez bien, pas la radio, hein, d'énergie électrique. C'est de cela dont il est question, avec une autre news concernant justement quelque chose qui a été présenté au Mobile World Congress. C'est le smartphone le plus épais du monde, je pense, à l'heure actuelle. On reste dans le gros. On reste dans le gros, dans le lourd. Il s'appelle Power Max P18K Pop. Je sais pas pourquoi Pop. En tout cas, capacité 18 000 mAh, 18 ampères si vous préférez. Hein. Donc c'est 4,5 fois la capacité d'un Huawei Mate 20 par exemple. Donc c'est quand même pas mal. 17 mm d'épaisseur pour le bidule. On va vous le montrer hein, si vous avez l'image. 17 mm, c'est quand même une brique, quoi. C'est une belle brique. Un écran de 6,1 pouces. Hein. Pardon ? J'ai pas compris. C'est presque l'épaisseur d'un jeu de cartes. Hein. Oui, c'est un gros jeu de cartes, quoi. Il y a des cartes en trop, hein, je pense. 17 mm d'épaisseur, je l'ai dit. Écran 6,1 pouces. 500 grammes, ça pèse, ce bidule. Donc, c'est quand même des caractéristiques qu'on ne connaît plus aujourd'hui, hein, dont on n'a plus l'habitude. Il n'y a pas de prise jack pour les écouteurs. C'est son petit côté snob, sans doute. Processeur MediaTek Helio P70 de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage. Voilà pour les données techniques, on s'en passe évidemment. Par contre, avec une telle batterie, et vous en doutez, ce qui est visé par le fabricant, qui n'est autre qu'Energizer, le fabricant de batteries et de piles, qu'on connaît tous évidemment, c'est 50 jours en veille, 45 heures en lecture de vidéo d'affilée. Je me demande qui regarde 48 heures de vidéo d'affilée, évidemment. Bon, soit... C'est ceux qui veulent se faire une saison de Game of Thrones. Et... oui, par exemple. Mais en même temps, là, je pense que les 128 Go de RAM vont pas suffire. Le tout pour la modique somme de 599 €, sans frais supplémentaires. Voilà. Chacun, évidemment, jugera de l'intérêt d'un tel objet. Il faut savoir quand même, il faut préciser que l'an dernier, Energizer avait présenté un appareil qui s'appelait le Power Max P16K Pro, avec une batterie de 16 000 mAh. L'appareil n'est jamais sorti. Donc ici aussi, prototype, va-t-il sortir? On n'en sait pas plus pour l'instant, Xavier. Alors, c'est clairement pas pour tout le monde, mais clairement, je pense qu'il y a un public pour ce genre de produit, puisque on connaît tous cette personne qui se balade sans arrêt avec sa batterie externe pour recharger le GSM, qui sont finalement des batteries. Moi, j'en ai une hein, qui est vraiment gigantesque, mais elle m'est très utile. En tout cas, elle m'était très utile avant mon nouveau smartphone. Donc, je me baladais de temps en temps avec ça. Il y en a qui se baladent tout le temps avec ce genre d'accessoires. Et pour ces gens-là, finalement, c'est une bonne solution, puisqu'ils n'ont plus qu'un seul appareil. Il n'y a pas de problème de devoir câbler la chose, etc. Je pense que pour des personnes qui partent régulièrement en trekking, par exemple, ou je sais pas, des personnes qui font un peu de bateau, je sais pas, des choses où tu n'as pas envie de te balader avec un chargeur et que tu pars quelques jours, et ça peut avoir son intérêt, je pense. Évidemment, bon, on n'a plus l'habitude, c'est le form factor de l'engin. Ça rappelle vaguement des tailles des anciens appareils Nokia, hein, dont on se rappelle il y a très très longtemps, et on trouvait ça, ce genre d'appareil plutôt sympathique et plutôt fin. Aujourd'hui, on est quand même sur d'autres standards. Faut être très très clair. Bon, il faut voir s'il va réellement sortir cet appareil, parce que du côté d'Energizer, c'est pas toujours évident. Je pense qu'une société française en fait qui les fabrique sous la marque Energizer, mais ils ont apparemment une gamme comme ça d'appareils, de smartphones de différentes tailles avec différentes capacités de batterie qui existent depuis un certain temps. C'est peu connu, mais ça existe. Donc pour ceux qui ont vraiment besoin d'autonomie, hein, comme tu le disais, qui n'ont pas envie de balader avec un powerbank, parce que finalement c'est quoi? C'est un smartphone avec un powerbank. Il est juste collé. Ils doivent faire une version pour les joueurs de Pokémon Go, et puis voilà quoi. Oui, peut-être. Alors
oui, alors un petit détail, la caméra, parce qu'il y en a une, elle est extractible. En fait, elle est dedans, il faut l'extraire et elle dépasse, quoi. Donc, non seulement c'est épais, mais en plus ça dépasse. C'est quand même un petit peu particulier. Donc voilà, affaire à suivre. Si vous trouvez l'utilité de cet engin, bah, n'hésitez pas à nous le faire savoir, parce que ça nous intéresse aussi. On passe à la lettre G, G comme Google, Xavier, pour parler de Google Home et d'un possible nouveau service de musique lié à Google Home. Effectivement, donc il y a des utilisateurs de l'application Google Home sur smartphone qui permet de configurer les enceintes Google Home, qui ont vu récemment une option Apple Music, mais qui n'était pas capable de lier le service à l'appareil Google Home. Alors, on a pensé du coup que le service serait bientôt disponible sur ces appareils, comme c'est le cas par exemple depuis fin 2018 pour l'Amazon Echo. Mais l'apparition de cette option a été d'assez courte durée et depuis qu'on avait tagué la news en début de semaine, on a appris que cette option n'est plus disponible et il y a eu le porte-parole de Google qui a déclaré à Bloomberg que l'Apple Music n'est actuellement plus disponible que pour les utilisateurs de Google Assistant sur téléphone mobile et que nous n'avons rien à annoncer concernant les mises à jour Google Home. Alors, est-ce que c'était un bug ou pas? Affaire à suivre. Ou un faux lancement, un faux départ peut-être. C'est vrai qu'il y a un certain esprit d'ouverture de la part d'Apple, semble-t-il, avec son service musical, puisque ce service est disponible depuis quelques temps maintenant sur Alexa, me semble-t-il. C'était une news qui était tombée aussi comme ça, un petit peu comme un cheveu dans la soupe. On dit, tiens, qu'est-ce qui se passe et voilà, donc c'est tout à fait possible, c'est envisageable en tout cas. Maintenant, ça a été démenti, donc nous voilà bien avec cette info. Ceci étant dit, c'est un peu transparent pour l'utilisateur de Google Assistant. L'opérateur, enfin le service musical qui est derrière, je pense qu'il y a d'autres options, quoi. C'est ça que je veux dire. Et donc, ça va pas non plus être très, très dérangeant. Tu t'en sers, toi, de... Oui, Google Home, tu t'en sers, tu allumes tes lumières avec. J'ai pas d'appareil Google Home, Non. mais j'ai testé le Google Home. Bon, j'ai testé un peu plus pour ma musique qu'autre chose, parce que j'ai acheté des lampes Xiaomi, donc des e-light qui sont compatibles Google Home, et donc effectivement, quand je dis OK Google, éteins la lampe du salon, eh bien, ça éteint la lampe du salon. Ouais. Donc, c'est parfois pratique quand on a les mains chargées, par exemple, qu'on rentre tard le soir et qui fait sombre et qu'on peut dire OK Google, allume la lampe. Bon, pour le moment, je dois le dire à mon téléphone. J'ai pas d'appareil Google Home, je suis pas certain d'en acheter un tout de suite. Moi j'en ai assez. Je vois pas encore vraiment l'intérêt. Ouais. Alors, il faut, enfin, moi, je vais vous raconter un peu ma vie. J'avais besoin d'une radio pour ma chambre, parce que j'aime bien écouter la radio dans mon plumard, et je me disais, tiens, je vais racheter une radio pour connecter des radios sur le web, pas un vieux poste de radio FM. Et tout d'un coup, je me dis, mais finalement, un Google Home, c'est aussi un poste de radio. Ça peut faire office de radio, puisque c'est lié aussi à TuneIn, par exemple. Donc, je me suis un petit peu renseigné, et je me suis dit, tiens, finalement, le Google Home Mini pourrait très bien me convenir. C'est le moins cher de la gamme, 59 € si je dis pas de bêtises. Donc, me voilà parti pour commander le bidule, et puis je me dis, mais ce serait quand même beaucoup plus drôle encore si j'avais une ampoule connectée, au moins une, que je pouvais commander. Très honnêtement, c'est un truc de geek, c'est un gadget, c'est vraiment totalement dispensable, donc indispensable. Et donc j'ai acheté ma petite loupiote que voilà, c'est une la fixe. Ça marche très très bien. Ça perd très très bien dans le réseau, etc. L'avantage c'est qu'il n'y a pas de pont pour ces machins-là, ça se connecte directement. Et donc et me voilà parti. Et comme tu le disais, quand on est les mains occupées ou qu'on n'a pas envie de sortir les mains de la couette le matin, je dis OK Google, allume Lulu, parce que j'ai appelé ma lampe Lulu. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Et donc, Lulu s'allume. Et on va dire, voilà, OK Google, mets Lulu à 50%. Il diminue Lulu. Et tu l'as mis où ta lampe? Elle est dans ma chambre aussi. Donc voilà, j'ai une vie très active dans cet endroit, mais c'est très pratique et c'est fonctionnel et voilà. Bon, on peut effectivement, pour l'éteindre par exemple, je garde encore le réflexe de pousser sur l'interrupteur, ce qui n'empêche pas d'ailleurs. Évidemment, une fois qu'on a éteint la lampe, après pour la rallumer, il faut repousser sur l'interrupteur, c'est malin, mais c'est comme ça. Mais sinon pour le reste,
aucun problème. C'est Ouais. rigolo comme tout. On avait hésité à faire un hors-série sur les lampes que j'avais achetées là. Mhm. Et les Il faut plafonniers, voir toi. s'il y a un réel intérêt, mais Mhm. il y a des fonctionnalités, par exemple, comme l'Ambilight, qui seraient compatibles. Je n'ai pas encore testé avec Moi non plus. Kodi. Mhm. Pour le moment, j'utilise pas Kodi parce que j'ai une Smart TV et donc j'ai pas besoin de Kodi. Mais Mhm. si j'avais Kodi, il y a apparemment un plugin qui permet de rendre ça compatible avec Ambilight et donc d'avoir un effet via le luminaire du salon Ouais. sur le côté Qui crée une ambiance. ambiance, oui. Ouais. Couleur. Bon, je me demande ce que les voisins penseraient s'ils voyaient ça. Mais... Pas fort grave. Mais non, mais alors rappelons Kodi, c'est cette application multimédia, enfin, oui, c'est ça, mais home vidéo, etc., que l'on peut installer sur à peu près n'importe Media quel Center, OS. quoi. Media Center, voilà, c'est le mot que je cherchais, qu'on peut installer sur à peu près n'importe quel OS, hein, dont Android, voilà. Et donc, ça permet, si effectivement ça se connecte, par exemple, vous regardez un film de guerre avec des explosions à gauche, à droite, la lumière pourrait clignoter en même temps et créer une ambiance de salle de spectacle. Alors, chacun ses plaisirs, hein, j'ai envie de dire. Et ce que je n'ai pas testé non plus encore, c'est les notifications lumineuses, par exemple, que tu peux combiner à IFT. Par exemple, tu Ouais. pourrais, si tu as une sonnette connectée, tu pourrais faire clignoter la lampe quand ça sonne ou ce genre de choses. Enfin bon, Plein de choses à plus du faire. gadget. Je suis pas encore certain que ma femme apprécierait que la lumière clignote dès que je reçois un mail, par exemple. Mais... Ouais. Par contre, est-ce qu'il y a moyen est-ce qu'il est contrôlable d'abord l'aspirateur? Je sais que tu as un aspirateur Xiaomi. Oui. Est-ce que tu peux le passer des commandes via Google Home ou Google Assistant? Alors, via Google Home, pas. Donc, Mhm. via Google Home, apparemment, c'est pas encore compatible, mais l'application Mi Home de Xiaomi, Ouais. qui en gros fait ça comme Google Home, mais le fait encore même un peu mieux, vu que c'est pour ses propres appareils, permet effectivement de dire, OK, moi j'ai appelé mon aspirateur Yoko, et ben, je dis, OK, Yoko, tu peux passer l'aspirateur, un truc du D'accord. style. Mais je t'avoue que je le fais pas parce que j'ai programmé l'aspirateur et puis ça va aussi vite d'appuyer sur un bouton. Maintenant, on donne des noms aux objets, quoi. Moi, Ouais. j'ai des connaissances qui ont acheté un aspirateur aussi, un Xiaomi. Ils l'ont appelé Conchita. Je sais pas pourquoi. C'est un petit peu. Donc voilà. On peut passer à la suite, peut-être. Avec la lettre H comme hydrogène, ça c'est une information belge, mais de portée internationale, j'ai envie de dire, qui concerne la production d'hydrogène à partir simplement de l'humidité de l'air. Ça c'est quand même un truc assez impressionnant. Donc le principe est toujours le même, hein, pour faire de l'hydrogène, on n'en trouve pas comme ça dans la nature, il faut casser de l'eau en fait en H2 et en eau, donc en hydrogène et en oxygène. En général, on fait ça de manière industrielle, ça se fait par exemple, alors à ce moment-là on appelle ça de l'hydrogène gris, qui est le produit du craquage de molécules d'hydrocarbures dérivés de combustibles, donc là on s'éloigne quand même un petit peu de l'idée de faire du bien à la planète. Ici l'idée c'est de produire de l'hydrogène, en veux-tu, en voilà, avec des espèces on va dire de panneaux solaires, en tout cas ça ressemble fort à des panneaux solaires, mais c'est pas tout à fait le même fonctionnement. Oui, c'est ça, il y a un processus qui est encore qui est breveté, etc., et donc il ne s'étale pas beaucoup là-dessus. Il s'agit de l'équipe du professeur Johan Martens, qui sont donc des ingénieurs en biosciences de l'université de Louvain en Belgique, donc de la KU Leuven si vous préférez, qui ont mis ça au point. 10 ans de développement pour cette espèce de panneau photovoltaïque, mais qui n'en est pas un, et qui pourrait produire jusqu'à 250 litres d'hydrogène en une journée. Ce qui est énorme, très honnêtement. Avec 20 de ces panneaux, on peut alimenter une famille, un foyer complet en énergie pendant toute une année. Donc c'est juste énorme. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un panneau photovoltaïque tout à fait classique a un rendement de 18 à 20%, donc de transformation de l'énergie solaire en électricité. Ici, on arrive à des rendements de 15%. Donc 15% de la lumière solaire est directement transformée en hydrogène gazeux à partir donc de la vapeur d'eau. Donc voilà, un truc. En plus, le panneau, d'après le professeur Johan Martens, n'est pas composé de métaux rares, de trucs polluants, etc. Il dit, il n'y a rien que du bio là-dedans. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle aussi.
Donc, moi, je trouve ça assez impressionnant quand on arrive à faire des recherches comme ça. Alors, ils avaient un prototype qui date de 2014 ou 2015, je ne sais plus, qui était déjà relativement prometteur, mais qui était sur un plus petit format. Donc, c'était un 10 cm² de panneau et qui produisait une toute petite, une faible quantité d'hydrogène. Et Toyota, la semaine dernière, a annoncé qu'il s'intéressait à ce produit aussi pour faire des développements futurs. Donc, on va sortir enfin les moteurs à hydrogène, quoi. Ben oui, là, si on peut produire de l'hydrogène, parce que c'est ça le problème, si on doit polluer pour produire de l'hydrogène, ça sert à rien de rouler à l'hydrogène. On perd l'intérêt de la chose. Par contre, si on peut produire de l'hydrogène à moindre coût et sans polluer, alors là, on est les rois du nougat, quoi. Voilà. Moi, je trouvais que c'était une info intéressante. Alors, moi, je suis pas biochimiste, je suis pas chimiste du tout, et j'ai toujours été nul en chimie. Je vois pas du tout quel processus qui est derrière, mais je trouve ça m'émeut. Je sais pas mais toutes ces technologies qui sont liées à l'écologie ou qui permettent finalement de trouver des solutions plus durables, ça me plaît beaucoup aussi. Enfin, tu sais ce que je fais. On est quelques-uns dans l'équipe à penser que c'est vers ce genre de solution qu'il faut aller sans dogme ou quoi que ce soit. Hein. C'est juste, voilà, si on peut le faire, pourquoi ne pas aller par là? En tout cas, il faut l'encourager. Et pour le coup, c'est une technologie qui vient de chez nous en Belgique, donc pourquoi se priver? Je pense qu'ils vont équiper pour un test dans une ville pas très loin de Louvain, ils vont installer des panneaux comme ça pour un foyer, pour tester sur une année, voir comment ça se passe, comment il y a moyen d'améliorer. Manifestement, ils ont encore de la marge de progression, puisque ça fait 10 ans qu'ils travaillent dessus, mais ils peuvent encore bosser, et donc voir comment ils peuvent encore améliorer leur prototype, parce que c'est encore à l'état de prototype, hein, donc il n'y a pas encore de concept sur la manière dont ils vont le fabriquer à échelle industrielle. Apparemment, le but ne serait d'ailleurs pas de le fabriquer en très grande série dans des usines très localisées. L'idée, ce serait de pouvoir le produire près de là où on va les utiliser, par exemple. Donc là aussi, il y a quand même une réflexion sur tout cet aspect-là. Donc voilà, on vous a mis évidemment, comme toujours, les articles à suivre avec le lien. Évidemment, souvent c'est en néerlandais, mais il y a aussi des articles en anglais et en français. Donc on vous a mis les liens évidemment vers le site de la KU Leuven en Belgique. J'espère que vous irez jeter un petit coup d'œil. Franchement, ça vaut vraiment la peine. On passe à la lettre M comme Microsoft. Xavier, on va parler des employés de Microsoft qui sont pas super contents de ce qu'on peut faire ou de ce que l'on fait avec les HoloLens. Je pense même qu'on parle là des HoloLens 2, hein, parce qu'il y a une nouvelle version qui a été présentée justement à la faveur du Mobile World Congress. Les employés ne sont pas contents parce c'est à cause d'un contrat que Microsoft a passé avec l'armée. Effectivement, et c'est pas un petit contrat puisqu'on parle d'un contrat à 479 millions de dollars qui ont été dépensés par la US Army pour l'acquisition de 100 000 casques de réalité HoloLens 2. Donc, pour donner une idée, la première version s'est vendue à 50 000 unités. Donc, un contrat à 100 000 unités, rien que pour le secteur de l'armée, c'est quand même déjà un très gros contrat pour Microsoft. Le but de l'armée, c'est de transformer les casques de réalité mixte en armes avec un système qu'ils appellent le Integrated Visual Augmentation System, donc le IVAS. Alors, le HoloLens 2 sera utilisé sur le terrain avec pour but, selon la description de la US Army, d'augmenter la létalité en améliorant les capacités de détection, de prise de décision et d'engagement avant l'ennemi. En résumé, le but, c'est de tuer plus facilement l'ennemi. C'est clairement ça que ça veut dire et ce n'est pas caché. Et donc, dans une lettre ouverte au PDG et au président des affaires juridiques de Microsoft, il y a une 50aine de salariés, c'est pas encore gigantesque, mais qui ont demandé l'annulation du contrat IVAS parce qu'ils déclarent qu'ils n'ont pas signé pour développer des armes et que l'utilisation de HoloLens dans le système IVAS permet d'aider à tuer des gens. Alors, en plus de ça, mais ce qui fait débat, c'est que pour peu que les ennemis soient vus par les soldats comme des simples formes indiquées par le casque, le risque est effectivement bien présent que, un peu à la manière des frappes de drone, l'adversaire, finalement, c'est plus qu'un point sur un écran, ça devient un petit peu comme dans un jeu vidéo et que ces appareils, finalement, rendent les soldats assez insensibles au meurtre et qu'ils ne réfléchissent plus à deux fois avant de tuer. Donc, ceci dit, il y a
il y a très peu de chances qu'il y ait une annulation par Microsoft. D'une part parce que il y a évidemment un contrat avec un chèque à 479 millions de dollars qui doit aider à pencher vers la décision de principe que Microsoft a annoncée, puisqu'ils ont dit que par principe, ils vont pas empêcher nos institutions élues démocratiquement à utiliser notre technologie pour protéger notre liberté. Donc en gros, ils se cachent derrière le fait que c'est pour protéger la liberté des citoyens et qu'ils sont contents de le faire, quoi. Donc voilà, ça peut faire débat, mais c'est quelque chose de courant, hein. L'utilisation des technologies et l'utilisation dans l'armée, ben voilà, c'est... D'autant qu'on n'en a pas parlé, mais on aurait pu parler des HoloLens 2 dans cet épisode, parce qu'apparemment les gens sont ravis de cette évolution. C'est vraiment, rappelons-le, ce sont des lunettes, mais avec, allez, comment on va dire ça, ça rajoute de l'image sur l'image existante. On regarde quelque chose et il y a du virtuel qui s'affiche en plus dans l'image, à l'image un petit peu rappelons-nous du système de Google, j'oublie le nom maintenant, c'était les Google, je sais plus quoi. Bref. Enfin, il y avait les Google Glass. Les Google Glass, voilà. Mais ici, c'est un voilà. Et donc voilà, c'est un appareil qui semble assez performant manifestement. Si l'armée s'y intéresse, il y a des chances. On peut être antimilitariste et considérer que c'est une dérive quelque part. Mais moi, ça me fait un petit peu rire de dire que finalement, quand on lit entre les lignes, ces gens se plaignent d'une chose, c'est qu'on déshumanise la guerre, si je comprends bien. C'est ça. C'est un petit peu particulier quand même. Non, mais ce qu'ils disent, c'est que quand ils ont signé pour travailler dans cette société et sur ce projet, c'était certainement pas pour faire des armes. Oui, d'accord. Ça, quand tu le dis comme ça, c'est un peu plus compréhensible. C'est que tu te dis, voilà, moi j'ai signé pour faire des jeux vidéo ou des trucs qui aident à la médecine et pas pour tuer quelqu'un. On est d'accord. Ah oui, non, ça je suis d'accord. Quand tu vas travailler à l'usine. De la part des employés. Quand tu travailles dans une usine d'armement, tu sais ce que tu fais. Ça se joue avec ton karma. Quand tu fais des jeux vidéo et qu'on se sert de tes recherches pour tuer des gens ou pour en tout cas faire du matériel de militaire, bah là évidemment c'est un tout autre débat. Soyons ça aurait été plus réglo si dès le départ ils avaient annoncé les différentes possibilités du système et dire voilà, une des possibilités c'est de le vendre à l'armée pour faire ça ou ça, quoi. Mais comme tu le disais, c'est pas rare que des recherches de ce type-là à un moment donné se retrouvent entre les mains des militaires d'une manière ou d'une autre. Non, et inversement d'ailleurs, il y a des inventions militaires qui servent dans le civil. Le plus connu c'est le GPS par exemple. Et puis voilà, donc ça s'explique et on comprend la colère des employés en question. Donc voilà, on verra bien comment ça va se passer in fine. Elle est tropée comme portable, Xavier. On parle de Lenovo, cette fois, qui dévoile un nouvel écran portable. Alors, il faut rappeler un petit peu le principe de l'écran portable. C'est un écran qui est fait pour être additionné à un portable, enfin, un ordinateur. Voilà, et ça n'a rien à voir avec un projet qu'on a entendu il y a des années, qui n'est pas encore sorti et qui n'est pas encore visible. Qu'on ne verra jamais. Ici, c'est LG qui a profité donc de cet événement à Barcelone. Pour, tu dis non, c'est. Moi, je vois du Lenovo partout de ma conduite. Oui, Lenovo, pardon, je me trompe. Oui, j'ai oublié. Je me dis, oula. Lenovo qui a présenté le ThinkVision M14. Donc, c'est un moniteur transportable qui se branche à n'importe quel terminal USB-C. Donc, quand on dit n'importe quel terminal, moi j'entends par là qu'on va pouvoir le brancher également sur un smartphone, une tablette ou autre pour s'en servir, pas seulement comme un deuxième écran pour un portable, mais aussi pour ces appareils. Donc c'est un appareil qui sera en Full HD, hein, donc 1920 x 1080, et qui aura un poids de moins de 500 grammes. Alors ça se présente comme une dalle simplement, avec un appendice, donc une partie qui vient se plier en dessous et qui va servir de pied également, sur lequel on va placer la connectique avec 2 ports USB type C. Alors il y a un des points qui explique aussi le poids relativement léger de l'appareil, c'est qu'il n'y a pas de batterie intégrée, et donc ça signifie que l'appareil sera alimenté par l'appareil auquel il est branché. Donc ça, c'est peut-être un des défauts, mais pour ceux qui ont de toute façon l'alimentation de leur portable avec, finalement, ça fait du poids en moins dans le sac à dos.
Et donc le ThinkVision M14 sera disponible dans le courant de l'été 2019 à un prix annoncé de $250. Je pense que c'est un outil qui peut plaire à pas mal de monde, pour ceux qui ont besoin d'un deuxième écran, même malgré qu'ils soient en déplacement, etc. Sébastien nous avait présenté un appareil comme celui-là. Je sais pas si c'était pas les Lenovo, je pense que pour le coup, là, t'as raison, c'était un LG. C'était l'objet d'un hors-série, il faudrait regarder dans nos archives, mais il avait présenté ça. Je me rappelle qu'on s'était interrogé, en tout cas, au départ, lui s'était interrogé sur la présence d'un trou en dessous de l'écran. Et en fait, l'idée, c'était non pas d'avoir comme ici un rabat qui sert de support, mais simplement de passer un crayon ou un stylo dans le trou pour arriver à en faire un pied qui fasse que l'écran ne se casse pas la figure, quoi. En gros, c'était pas complètement idiot. C'était aussi USB-C d'ailleurs, je pense. Même principe, même logique. Ça se retrouve de plus en plus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus de monde travaille et a besoin de 2 écrans, voire des fois 3, pour fonctionner correctement. Ça augmente la rentabilité. Ouais. Moi, je pense que en dessous de 2 écrans, tu peux te contenter d'un appareil type Surface, type tablette, pourquoi pas iPad Pro, etc., en termes d'ergonomie et de ce que tu peux faire avec un écran. Mais à partir du moment où tu as un ordinateur portable, je dis pas que ce que je viens de citer ne sont pas des ordinateurs, mais c'est peut-être pas la même fonction. Une fois que tu as un ordinateur portable et que tu dois faire du travail avec, ou des présentations par exemple, ben là, ça justifie complètement d'avoir un second, voire un troisième écran. Donc voilà, c'est peut-être des usages à identifier, hein. Chacun regarde un petit peu ce dont il a besoin pour fonctionner, mais je pense que c'est pas complètement crétin d'aller sur cette voie-là, parce que finalement c'est aussi une économie, quoi. Ça va se répandre fortement, ça va se démocratiser et finalement ça va être courant. Ok. Ah, c'est à moi. J'ai perdu un peu l'habitude. R comme routeur. On va parler de routeurs à la faveur justement du Mobile World Congress. Sont apparus ces appareils dont on parle peu finalement, mais qui existent depuis un certain temps. Ce sont les routeurs 4G. Et là, on parle de routeurs à venir, des routeurs 5G. Pas pour les Belges, du coup. Ce sera pas tout de suite pour la Belgique, non, on en a déjà parlé, mais on va pas remettre ça, ça fait mal quand même, cette histoire. Donc je rappelle qu'en Belgique, on a un pouvoir politique qui n'est pas encore très décidé sur l'idée que la 5G soit un truc utile pour tout le monde. Donc pour l'instant, ils freinent des cas de fer. Je résume très très fort. On va encore dire, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce positionnement? Non, c'est une réalité, on l'aura pas tout de suite la 5G, en tout cas moins vite qu'ailleurs. Donc voilà. Donc le routeur 4G+ ou 5G ready, comme on va dire, hein, puisqu'on n'a pas encore la 5G. L'idée, c'est quoi? C'est de s'affranchir de la DSL ou de la fibre, c'est-à-dire dans des endroits peut-être reculés où vous n'avez pas la possibilité de vous câbler, etc. Ça peut être une solution. Ça peut être une solution également si vous n'avez que de la DSL et que vous avez besoin de plus de bandes passantes, plus de vitesse, puisque la 5G promet quand même des débits relativement importants. Il faut voir après le coût que ça va engendrer. Ça, je ne vais pas développer ici cette histoire de forfait 5G. On n'y est pas encore, on ne connaît pas encore vraiment les tarifs, mais c'est intéressant quand même. Ce sera intéressant de se pencher là-dessus à l'occasion. Donc la 5G, donc la promesse du haut débit, je vous l'ai dit, à condition bien sûr d'avoir un bon réseau, avoir un bon modem, avoir une compatibilité avec les fréquences, parce que tout dépend aussi au niveau national, qu'est-ce qui va être décidé par rapport aux fréquences qui vont être utilisées pour le protocole 5G. Pas avant 2020 en France, pas avant 2020 quelque chose en Belgique. À suivre donc, j'ai envie de dire. Malgré tout, il y a cette présentation d'appareils qui peuvent avoir un intérêt déjà maintenant, puisqu'ils, je vous le disais, ils sont rétrocompatibles avec ce qui existe, c'est-à-dire la 4G, la 4G+. Voilà. L'idée, c'est quoi d'un routeur comme celui-là? C'est, en fait, on l'a tous en poche déjà, quelque part. C'est comme un smartphone avec une connexion partagée. Hein. En gros, c'est ça l'idée. C'est-à-dire que le smartphone, il se connecte au réseau 4G et il partage en Wi-Fi sa connexion avec les gens qui sont autour. Ici, c'est le même principe, sauf qu'on est sur un concept un peu plus physique. On va dire qu'on va installer d'ailleurs peut-être de manière fixe dans une habitation ou dans un lieu, ou qu'on va emporter en vacances pour se créer du réseau. Là, on va se trouver avec la famille, avec les collègues éventuellement, etc. Alors, il y avait des modèles qui étaient présentés au Mobile World Congress. Moi, celui que j'ai retenu et que la presse a retenu aussi, c'est sans doute ce qu'on va appeler la Rolls des routeurs 5G. C'est le HTC. C'est marrant qu'on retrouve cette marque là-dedans.
Oui, c'est c'est drôle. HTC 5G Hub s'appelle-t-il, et qui a, tenez-vous bien, un écran 5 pouces d'une définition de 1280 par 720 pixels. Donc c'est un véritable appareil Android 9. C'est Android Pie, si je dis pas de bêtises, Android Oui, 9, avec la fameuse couche HTC Sense. Donc voilà. Donc ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils ont démonté un de leurs smartphones pour en faire une borne, donc avec au cœur de cet appareil, le fameux Qualcomm Snapdragon 855, donc pareil que dans un Galaxy S10 ou certains OnePlus, et avec le fameux modem qui va bien, Snapdragon X50 5G, qui a déjà une réputation aussi, même si personne ne l'a encore utilisé. Ça fait quoi? Ça propose du Wi-Fi 5 et du Wi-Fi Gigabyte, donc c'est quand même assez performant. Une connexion Bluetooth 5 est également disponible. Il y a de l'USB-C compatible DisplayPort, donc on peut rajouter le fameux écran dont on parlait juste avant, Xavier. Ça peut encore servir aussi. Il y a une batterie dedans, donc on va pouvoir l'utiliser en mobilité. Une batterie 7660 mAh, ce qui est quand même pas mal. Il y a un slot micro SD, donc on va pouvoir stocker des informations. Il a le support Google Assistant. Donc, j'ai pas fini. Je t'interromps juste 2 secondes. Ouais. Donc, en gros, c'est pas juste un routeur. Tu vas bénéficier des fonctionnalités de Google. Oui, de Google Assistant, par exemple. D'une boîte Android. Exactement. Dessus, donc, en gros, tu pourras avoir la météo et tout ce genre de choses sur ce boîtier. Voilà, donc tu vas pouvoir tout faire avec. C'est la boîte à tout faire, en fait. C'est un assistant aussi, quoi. Et c'est un assistant aussi. Et cerise sur le gâteau, pour ceux qui ont qui sont un peu bricoleurs ou qui ont besoin de bricoler parce qu'ils sont assez loin des antennes de GSM, la possibilité de connecter des antennes externes, directionnelles, avec, on l'imagine, du gain élevé, pour garantir la bonne réception dont je parlais plus haut, c'est-à-dire vraiment se garantir une bande passante, on va dire exemplaire, proche de celle qu'on a avec de la fibre en France. Donc c'est quand même pas mal. Alors on n'a pas le prix de la boîte. 5G a des débits, je les connais plus par cœur, mais c'est assez important, oui. Vraiment... Je ne les ai pas notés non plus, mais c'est assez impressionnant, effectivement. Donc tout ça est très très prometteur. Il n'y a pas le prix, mais je pense qu'on ne va pas être loin des 800 boules. Quand on voit les spécifications. Je vois ici que la 5G pourrait donc avoir des débits entre 1 gigabit par seconde et plus tard jusqu'à 10 gigabits par seconde. Oui. De nouveau, tout dépend des fréquences, des gammes de fréquences qui vont être utilisées, parce qu'il y a des restrictions à ce niveau-là. Et puis, bien sûr, comme je le disais, la distance, d'où l'intérêt peut-être d'avoir aussi des antennes externes pour pouvoir mieux capter le signal. Alors, c'était pas le seul modèle, donc là, c'est vraiment le top, on va dire. En tout cas, il n'y a pas mieux pour l'instant. C'était pas le modèle présenté. Il y avait aussi Huawei qui avait une proposition avec un modem qui est un modem maison, le Balong 5000, qui est présent d'ailleurs dans ces smartphones et dans d'autres appareils 5G. Ils ont 2 propositions, compatibles 4G+, et 5G également, donc déjà utilisables aujourd'hui. Le Huawei 5G CPE Pro, qui est un routeur fixe, donc une installation maison, on va dire, on ne va pas bouger de la maison, et puis une version mobile Wi-Fi, donc là aussi, il y a une idée quelque part de pouvoir se trimballer avec son routeur quand on part avec la famille ou les collègues. Et puis un troisième qui a été épinglé également, c'est un D-Link. On se doutait que D-Link allait se positionner sur ce type de marché, avec toujours D-Link, ils ont toujours des références très glamour, très sympas, on a envie de les chanter, c'est DWR 2105GNR. Donc voilà, compatible avec la technologie Voice over LTE, Volt comme on dit, donc c'est la téléphonie mobile en 4G, donc avec une qualité de son supérieure, et compatible également avec le Wi-Fi Mesh, puisqu'ils exploitent déjà cette technologie de réseau maillé dans d'autres appareils, et donc là aussi il y aurait cette compatibilité-là. Pour tout ce matériel, évidemment, pour l'instant, pas encore de tarifs, mais on peut y penser, en tout cas si vous vivez en France, parce qu'en Belgique on va peut-être pas trop rêver tout de suite, mais ne serait-ce que pour justement, quand on est loin de la moindre paire de cuivre, et qu'on a besoin d'un réseau Wi-Fi correct pour soi-même et pour des collègues, ou pour de la famille, etc. Pourquoi pas, effectivement. Par exemple, en Belgique, la fibre n'est pas encore légion, on peut pas dire qu'on en trouve à tous les coins de rue, c'est le moins qu'on puisse dire, même si ça commence à s'étendre, mais c'est un petit peu à la faveur des nouvelles constructions, etc., et des nouveaux aménagements qu'on tire de la fibre. Donc
Donc là, ce sera peut-être une option dans le futur de remplacement par rapport à la DSL, par exemple, enfin, ou VDSL en l'occurrence. Donc voilà, affaire à suivre, comme on dit dans ces cas-là. Je suis sûr que tu y vois plein d'utilités, toi, Xavier. Oui, alors les utilités, clairement, quand tu pars dans des... moi j'ai eu le cas cet été, par exemple, où on est parti en vacances dans un centre avec des gîtes un petit peu éloignés de tout, où la connexion Wi-Fi était déplorable, et quand tu as besoin de temps en temps de pouvoir accéder à tes mails ou autres, ce genre d'appareil est plutôt pas mal et plutôt pratique. Si en plus on peut partager et connecter ça, puisque moi j'étais avec une famille où il y avait des enfants un peu plus grands, ils aiment bien aussi pouvoir se connecter de temps en temps, même si en vacances on pourrait faire autre chose, effectivement, mais c'est le genre d'appareil qui peut être pratique. Et même, on dit en Belgique, moi j'ai des amis qui ont une connexion encore qui est vraiment déplorable, qui est encore en ADSL, mais vraiment le bas de gamme de l'ADSL, avec des débits déplorables. Et en 4G, ils vont plus vite sur leur smartphone. Donc, clairement, avec un modem 4G, bon, si on avait des abonnements qui le permettent, ça commence à arriver. C'est le coût de l'abonnement. Loin de la France à ce niveau-là. C'est des appareils qui sont très pratiques. Ceci étant dit... Tu n'as pas dit le prix. Non, mais on l'a pas. Pour l'instant, on l'a pas. Mais on se doute fort que, en tout cas, en ce qui concerne le premier que je citais, le HTC, ou les autres aussi peut-être, mais on se doute fort que vu le prix, ça va être intégré dans des offres. Donc, on le payera sur l'abonnement, quoi. C'est parce que l'appareil lui-même sera sans doute un peu trop coûteux pour investir dedans. De toute façon, avec une technologie comme ça, je pense que ça devrait être aux alentours de 100-200 $, quoi, dans ces zones. Ouais, moi, je pense que ça va être plus. Franchement, pour le HTC, là, c'est quand même les caractéristiques d'un smartphone premium, hein, clairement. Donc, voilà, faut voir, je sais pas, on peut se tromper. Mais voilà, c'est une solution. Ceci étant dit, tu dis, on n'a pas besoin nécessairement, quand on est en vacances, on a autre chose à faire, etc. C'est vrai, mais en même temps, pensons aussi que c'est pas juste pour relever ses mails, parce qu'avec des débits pareils, tu peux te trimballer Netflix où tu veux. Bon. Il faut que les forfaits suivent et qu'on ne le paye pas 14 fois sur l'utilisation. Ça, ce sera encore un autre débat. On aura l'occasion, je suis sûr, d'en reparler parce que ces appareils-là, à mon avis, ont de l'avenir. Moi, je me rappelle, il y avait eu des tests à Bruxelles, mais pas uniquement à Bruxelles, en France également, dans certaines villes de moyenne ou grande importance, de ce qu'on appelle le WiMax. Je ne sais pas si tu connais ça. C'est le Wi-Fi. En fait, c'est du Wi-Fi un peu plus puissant. Hein, et donc, il y avait la possibilité comme ça d'avoir du réseau Internet en mettant un petit boîtier près de sa fenêtre. Alors ça marchait pas super bien, mais il y avait de l'idée quelque part. Il y avait cette idée de pouvoir, comme par exemple, avoir l'internet plutôt que de payer 2 abonnements parce qu'on a un cote à Bruxelles, enfin on a un logement à Bruxelles ou dans une ville et puis on rentre chez soi le week-end, de prendre son internet avec soi, quoi, simplement. Cette idée-là, elle peut faire son chemin à un moment donné. Et puis au niveau infrastructure, on voit bien que ça va évoluer aussi et que le fibre qui passe dans le sol, voilà, à un moment donné, ça va suffire, quoi. Et on n'ira pas plus haut en débit non plus. Donc voilà. Affaire à suivre, on l'a dit. T'es comme TikTok, c'est de nouveau pour ma pomme. Je me suis pas fait de cadeau sur ce coup-là. T'es comme TikTok, les plus jeunes savent ce que c'est, hein, TikTok, je pense. Xavier, tes enfants sont encore un peu jeunes, je pense. Alors, franchement, moi, j'ai entendu ce nom pour la première fois, je crois, il y a 1 ou 2 semaines, je crois, dans le podcast d'ailleurs. Et je n'ai pas encore vu le truc. Je me suis pas plus intéressé. Alors, moi, j'ai pas... vais être tout oui. Oui, c'est ça. Moi, je n'ai pas testé non plus. Alors, pour rappel, TikTok, c'est un réseau social qui s'appelait anciennement Musica.ly, Musical.ly, si vous voulez. Voilà, c'était ce machin-là. Donc, l'objectif, c'est de réaliser des vidéos musicales et d'interagir avec des amis. La cible est très, très jeune. Mais parmi les jeunes, c'est un véritable phénomène de société. C'est-à-dire que pour ces jeunes-là, Facebook, c'est déjà un truc de vieillard. C'est pas de vieux, c'est de vieillard. Donc on est sur un public quand même très très jeune
trop jeunes, sans doute. C'est ce qu'a épinglé la Commission fédérale américaine du commerce, la FTC, qui exige de TikTok de se conformer aux lois protégeant la vie privée des enfants. Pourquoi ? Parce que la FTC accuse TikTok de collecter des informations sur les enfants de moins de 13 ans, sans consentement des parents. Donc, comme sur tous les réseaux sociaux, c'est le cas de Facebook aussi, de Twitter, etc., il faut avoir 13 ans pour pouvoir s'y connecter. Le problème, c'est que TikTok n'a pas fait énormément d'efforts pour faire en sorte que les enfants de moins de 13 ans ne puissent quand même pas s'inscrire, parce qu'il suffit de mentir. En fait, il suffit de dire, mentir sur sa date de naissance. Effectivement, quand on remplit sa vraie date de naissance et qu'on a moins de 13 ans, ça bloque. Mais il suffit de se rajouter, de retirer quelques années à sa date de naissance et ça passe comme une fleur. Et c'est ça un petit peu ça que la FTC reproche à TikTok, de ne pas avoir fait suffisamment d'efforts, d'une part à ce niveau-là, et aussi de ne pas avoir fait d'efforts pour faire du nettoyage, ce que TikTok s'empresse de faire évidemment maintenant. C'est-à-dire qu'il commence à un petit peu analyser les posts sur leur réseau social, et donc ils commencent à faire du nettoyage, et donc ils ferment régulièrement des comptes et dépublient, parce qu'ils ont cette obligation-là aussi, de dépublier ce qui avait été publié par des enfants de moins de 13 ans. Donc voilà. En plus de cela, une petite amende à la clé, 5,7 millions de dollars. Donc voilà, ça fait quand même mal à TikTok, il faut bien le reconnaître. Mais ils montrent leur bonne volonté en faisant, comme je le disais, du ménage, etc. Je ne sais pas très bien comment ils vont faire dans l'avenir pour arriver à filtrer réellement, mais ça c'est vrai pour n'importe quel réseau social, arriver à filtrer et faire en sorte que la clientèle ne soit pas en dehors des clous, j'ai envie de dire, donc n'ait pas moins de 13 ans. Les gamins sont quand même malins, il ne faut pas non plus les prendre pour des bigots. C'est un vrai défi, sécuriser ce genre de truc, parce qu'il y a même des applications normalement qui sont interdites aux enfants et où il y a besoin genre d'un enregistrement via une carte de banque ou une carte d'identité, ce genre de choses. Et les parents donnent quand même un accès à leur enfant alors qu'il n'est pas censé l'avoir. Ouais. Contrôler ça, c'est vraiment difficile pour les c'est pas super simple, effectivement, mais c'est pas impossible non plus. Soyons clairs, un meilleur contrôle parental ne serait pas totalement idiot, mais il faut que les parents jouent le jeu aussi. Et on se demande aussi si ces sites comme TikTok, par exemple, a vraiment intérêt à ce que ça arrive. Parce que finalement, ils l'ont déclaré, la cible des moins de 13 ans les intéresse quand même aussi. C'est ça qui est fou. Et ils s'en cachent pas du tout. Et donc, ils prévoient dans un avenir relativement proche de créer une version qu'on va appeler jeune, donc encore plus jeune, de leur application, limitée au visionnage d'une sélection de contenus adaptés à leur âge, un petit peu à la manière de YouTube Kids, dont on avait parlé il n'y a pas tellement longtemps. Donc, la cible, les moins de 13 ans sont clairement aussi ciblés par ce type d'application, ce qui pose quand même quelques questions. Alors, juste un truc, parce que là, c'est les États-Unis, c'est la FTC, etc., c'est des grosses amendes, ils se bougent le popotin, etc. En Europe, c'est pareil. 13 ans, en dessous de 13 ans, on ne peut pas non plus. Par contre, c'est totalement contournable. Les enfants contournent les règles. Et par contre, en Europe, il n'y a aucune sanction prévue. Donc, allons-y gaiement. C'est un petit peu particulier, mais c'est comme ça. Donc, en tant que parent, ça va être un vrai défi. C'est un défi. Tout ça voilà. Voilà. Moi, je suis pas parent, mais je suis complètement. Je pense que c'est un vrai casse-tête. Soyons clairs, d'imposer. Enfin, tu as des enfants, Xavier. Trouver le moyen d'imposer des règles sans être. Comment je vais dire ça, des règles qu'on peut acceptables entre guillemets de tout point de vue, c'est pas évident, quoi. Il faut être clair, il n'y a pas de manuel. C'est un vrai débat en fait, parce que il y a des choses qu'on ne souhaite pas pour ces enfants, mais en même temps, si on les prive de tout, quelque part, on les prive aussi d'une certaine interaction avec leurs camarades de classe, et donc on peut arriver dans des cas où une application ou un jeu ou quelque chose n'est pas recommandé. J'ai vu un débat là-dessus sur Fortnite, donc un jeu vidéo à succès où des parents demandaient, tiens, est-ce que je devrais laisser mon fils de 9 ans jouer à Fortnite ? Et la majorité des gens disaient non, et puis un autre disait oui, mais le problème c'est que moi dans sa classe 80% des enfants jouent à ce truc là, et donc si mon fils peut pas y jouer, il va se sentir exclu, et donc je pense que c'est difficile d'empêcher tout, et des fois il faut accepter de laisser faire certaines choses, peut-être doser peut-être.
l'important, d'en discuter avec derrière, de le faire dans un cadre. Je dis pas qu'il faut jouer avec et surveiller, etc., mais peut-être en discuter, rappeler que c'est pas la réalité, etc. Bien que les enfants, il est prouvé que finalement, les enfants savent faire la différence entre la réalité et ce qui ne l'est pas dans ce genre de choses. Hein. Donc, c'est comme l'exemple qu'il donnait, c'est par exemple quand tu joues aux cow-boys et aux Indiens, tu tues quelqu'un et tu sais très bien que c'est pour du faux aussi. Okay, c'est un jeu vidéo. Ils font bien la différence aussi. Ouais. Ils savent que c'est pas pour du vrai. Donc, c'est un vrai défi de corriger ça. Moi, en tant qu'IT, ben, j'ai des outils, je connais un peu plus de choses là-dessus, mais pour des parents qui sont tout à fait novices dans la technologie et sur l'utilisation des ordinateurs, etc. C'est un vrai défi, je pense. Ouais. Il faut encore qu'ils s'en rendent compte, parce que des fois, on le voit même pas passer, quoi. C'est directement, on peut être très vite dépassé, justement par. Ben voilà, encore un débat. Si vous avez des idées sur la question, ou si vous avez pu expérimenter des choses, hein, parce qu'il y a peut-être des gens qui s'intéressent, enfin, il y a sûrement des gens qui s'intéressent de près à ce type de problématique. N'hésitez pas à nous le faire savoir. On s'en fera évidemment l'écho dans un numéro prochain, pourquoi pas. On est à la lettre V, V comme véhicule, et pas n'importe quel véhicule, Xavier. Quand j'ai publié ça, on se partage des informations chaque semaine avec les chroniqueurs. J'en ai eu un qui a réagi, deux même, qui ont réagi promptement. Évidemment. Les deux motards de l'équipe, Sébastien et Bruno. On va parler d'une moto électrique, Xavier. Ouais. Un gros cube, on a envie de dire. Oui. Donc c'est la société Zero Motorcycles qui est le leader de la moto électrique. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, Bruno en possède une et je me demande même s'il n'avait pas fait un hors-série ou un sujet sur la Zero. Donc un sujet, oui. Et donc, en fait, le fabricant américain a présenté son nouveau modèle 100% électrique. Donc, c'est la SRF. Lors d'un événement à Amsterdam le 25 février, donc il y a quelques jours. Cette moto, elle a une autonomie qui irait, d'après le fabricant, jusqu'à 320 km, avec un power tank qui serait disponible fin 2019. Et alors, il y a une charge facile, rapide, sous forme de 3 modules différents. Donc, c'est des modules actifs. La batterie serait capable d'être chargée à 95% en 1 heure, ce qui est quand même assez impressionnant. Pour faire en 1 heure, charger en 1 heure pour faire 320 km, c'est pas mal. Et avec un seul chargeur de 3 kW, la charge à 95%, elle serait réalisée en 8 heures. Alors, la moto pourrait aller jusqu'à 200 km/h. C'est aussi la première à utiliser le contrôle de stabilité qui a été développé par Bosch, notamment pour éviter les accidents dans les virages. Donc, cette moto, elle est souvent comparée à Tesla parce qu'elle est dans une gamme un peu premium. Elle est connectée, il y a des accessoires haut de gamme et son budget, lui, par contre, est quand même relativement intéressant pour ce type de véhicule puisqu'elle est annoncée à $19 000, soit 16 700 €. C'est une somme, mais quand on compare, par exemple, avec la Harley-Davidson Livewire qui est à 33 900 €, ça permet de relativiser. Un autre exemple, c'est par exemple les scooters électriques de BMW qui sont les équivalents en termes de puissance d'une moto 125 cm3. Ça se vend normalement pas en dessous de 15 000 €. Donc là, finalement, on est à 1 700 € de plus pour un véhicule qui est premium. Mais si je me trompe pas, Bruno, sur le modèle précédent, était fort emballé par ce modèle. Alors, ce sera disponible en 2 couleurs. Il y aura une rouge, une bleue, et il y aura une version premium à 20 000 $ qui aura petit gadget mais qui est agréable. C'est pour les motards, à mon avis, c'est les poignées chauffantes et alors un chargeur super rapide à 6 kW. Impressionnant, hein, moi je trouve ça, on avance à une vitesse. Alors je parle pas de la vitesse du véhicule là pour le coup, mais la production et voilà, on va atteindre des niveaux de qualité et de puissance proches et quasiment identiques, voire des fois supérieurs à ce qu'on connaît avec des moteurs à explosion polluants. Alors après on va encore discuter. Ah oui, mais la production d'électricité ça pollue aussi, machin, etc. Ok, ça va. Je vous renvoie plus haut à ce qu'on a dit à propos de l'hydrogène, parce qu'on va tourner en boucle à un moment donné. Non, mais c'est vrai. Moi, je trouve ça vraiment impressionnant. Au moment où nous enregistrons cet épisode, nous sommes le 28 février, il est, si je dis pas de bêtises, 20h53, pour une fois on enregistre tôt. Soyons précis, nous n'avons pas encore d'informations d'Elon Musk et de Tesla. Je sais que normalement, il doit publier un tweet et faire une communication. Je pense que
heure de Bruxelles et de Paris, ça devrait être aux alentours de 23 heures, concernant peut-être le futur modèle Y, dont on a beaucoup parlé, ou autre chose. Le fait qu'il abandonne peut-être Tesla, parce que peut-être quelques soucis, mais ça c'est un autre sujet qu'on développera sans doute la semaine prochaine. Donc on ne peut pas en parler maintenant parce qu'on ne le sait pas, on ne sait pas ce qu'il va proposer, mais ça fait partie aussi de l'actualité, et donc vous le saurez peut-être même avant nous, le temps qu'on termine ici cet épisode. Donc voilà, c'est ce qu'on pouvait dire autour de la 0 SRF. On aura certainement, à mon avis, avec nos amis motards, l'occasion d'en reparler. On est déjà à la fin de cet épisode, hein, vous connaissez le principe, souvent on termine un épisode par la lettre W et le fameux oui mais non. Et ici, j'ai un peu peur de ton oui mais non, Xavier, parce qu'on va parler de bébés OGM en Chine. C'est un peu explosif comme titre. Bébé OGM en Chine. C'est ça l'idée, quoi. De quoi s'agit-il ? Alors, bon, c'est un sujet où je vais m'appuyer quand même sur certains petits mémos parce que c'est pas un simple. peu plus technique. Ouais. Donc, en gros, en novembre 2018, il y a un Chinois, il s'appelle He Jiankui, ça c'est quelque chose comme ça, qui a créé un tollé mondial en annonçant sur YouTube qu'il a mis au monde 2 jumelles génétiquement modifiées, donc on peut effectivement parler d'OGM, par fécondation in vitro. En fait, le génome de ces 2 jumelles, né par la technique CRISPR, en novembre dernier, en Chine, a été modifié pour empêcher, d'après lui, l'infection du virus du sida. Alors, ce type de modification génétique qui est réalisé sur des humains est normalement interdit dans l'immense majorité des pays du monde, y compris la Chine, et son dossier va être transféré aux organes chargés de la sécurité publique. Mais lui annonce qu'il a employé son outil, donc ce qui est le nom commun, c'est plutôt la technique des ciseaux génétiques, qui permet d'enlever, de remplacer des parties indésirables du génome. Un peu comme si on voulait corriger une faute de frappe sur un ordinateur. Ouais, c'est ça, ouais. On utilise cette technique pour corriger quelque chose sur les embryons. Et en fait, cette technique est extrêmement controversée, notamment parce que les modifications qui sont réalisées peuvent être transmises aux générations futures et donc affecter l'ensemble du patrimoine génétique. Et l'autre débat, c'est que l'inhibition du gène concerné permet également une amélioration cognitive chez la souris et donc entraînerait des meilleurs résultats scolaires chez l'homme. Et donc, on se demande, par conséquent, si en fait le véritable sujet, véritable objectif du chercheur chinois, c'était pas délibérément de créer des bébés supérieurement intelligents, c'est-à-dire qu'ils allaient apprendre plus vite, qu'ils allaient avoir une meilleure mémoire. Et donc tout le débat vient de là, c'est que lui se cache derrière le fait que c'est pour empêcher le virus VIH, mais en fait, il y a tellement de preuves que la même manipulation peut améliorer les compétences c'est tentant. D'être vivant, il y a un raccourci qui peut être vite fait. Ouais. Alors, il y a une enquête qui a été faite en 2018 auprès de plus de 4000 Chinois et 80% des personnes interrogées se disent apparemment favorables à la modification génétique d'un embryon pour corriger une maladie, mais il y a moins de 25% qui seraient d'accord d'utiliser cette technique pour augmenter l'intelligence ou bien améliorer, par exemple, des performances sportives. Et c'est le cas un peu dans l'ensemble de la communauté. C'est qu'on n'a pas envie de commencer à créer, j'aime pas le mot race, mais de créer des êtres avec des compétences supérieures aux autres. Et donc, finalement, on va créer un clivage entre les riches qui ont le moyen prendre une image un petit peu tordue, c'est une espèce de X-Men, donc des faux, non, c'est des vrais, mais des enfants à haut potentiel, comme on les appelle, mais pas naturels, quoi. Et donc, forcément, ça va, dès qu'on touche à ça, ça devient directement éthiquement discutable et même contestable dans la plupart des cas, je pense. C'est compliqué, c'est difficilement contrôlable à mon avis. Il y a des choses qui vont quand même circuler à un moment donné. Hein. Regarde ici. Voilà, si des types ont envie d'y aller, de le faire, ils le feront, et on n'en saura même peut-être rien, ou on le saura trop tard, ou voilà.
C'est ce que j'allais dire. Pour moi, ce n'est que la partie visible de l'iceberg, Voilà. parce qu'il y a certainement déjà des tests qui ont eu lieu dont on n'a pas connaissance pour améliorer telle ou telle chose. Et on va arriver à des dérives à un moment. On y est, je pense, hein, Ouais. à ces problèmes. Et ça fait peur, soyons clairs, c'est pas Jojo, parce que je vois pas dans quel cas, même si on peut imaginer que c'est vrai que ça peut sauver peut-être des vies à un moment donné, ça peut peut-être améliorer la vie des gens, mais il faut où se trouve la limite? C'est ça qui est difficile. En fait, Oui. ouais. Pour moi, tant que c'est pour corriger un problème. Donc, par exemple, imaginons que tu as un problème j'invente, de surdité génétique dans ta famille, que tu veuilles, on décèle quelque chose qui pourrait très facilement corriger ça. Mais quelque part, ça peut être merveilleux, ça fera de mal à personne. Oui, mais Et encore, parce que la différence, quelque part, c'est aussi une richesse. nos différences sont importantes aussi, j'aurais envie de dire. Mais en plus, on n'est pas certain à ce stade-ci, parce qu'on est au balbutiement, qu'on n'a pas touché à un autre truc. Regarde ici, on corrige quelque chose et on trouve là un bénéfice quelque part, mais ça pourrait être aussi un déficit. Oui, on ne connaît pas encore les conséquences qui, à terme, pourraient être dramatiques, effectivement. Donc voilà, là, forcément, affaire à suivre, mais de près, quoi, et essayer d'être vigilant, de garder un œil ouvert. Il y a des raisons de temps en temps de s'inquiéter et souvent de se bouger pour dire attention quand même, faut pas faire n'importe quoi et de faire savoir qu'on n'est pas d'accord aussi, parce que sinon, forcément, les choses se feront d'elles-mêmes, quoi. Hein, soyons clairs. On arrive à la fin de cet épisode 203. C'était une première. Hein. Je pense que j'ai jamais amené de news moi-même dans un épisode des technos. Je l'ai fait beaucoup par le passé dans une autre vie. Mais voilà, c'était l'occasion de le faire ici avec Xavier. C'était un vrai plaisir. J'espère qu'on aura l'occasion de le refaire finalement. Pourquoi pas. Tu t'es très bien prêté à l'exercice. Moi, je me rappelle il y a très longtemps d'avoir dû te remplacer une fois comme présentateur. Ça s'était nettement moins bien passé. En tout cas, j'étais nettement moins à l'aise. Voilà, bah donc ce sera peut-être à répéter à l'occasion, on ne sait pas, on verra bien. Dites-nous aussi ce que vous en pensez finalement, hein. Le format des technos vous concerne également. De manière générale, merci encore pour les pouces vers le haut sur YouTube, pour les étoiles et les notations de manière générale, hein, globale, sur les différentes plateformes sur lesquelles vous pouvez nous écouter, nous trouver. Si vous allez sur la homepage lestechnos.be, vous aurez toute une panoplie de petits boutons qui vous renvoient vers certainement l'application qui vous convient le mieux et le service qui vous convient le mieux pour nous écouter. Il y a de la vidéo, il y a de l'audio, vous trouverez tout ça sans aucune difficulté. Merci encore de nous suivre, n'hésitez pas à laisser vos petits commentaires également. Encore une fois, merci Xavier, et on se retrouve très prochainement hein, pour l'épisode 204, ce sera la semaine prochaine. À très bientôt, au revoir. Vite, c'est plaisir.